Alors, la feuille d'émargement, elle est où, s'il vous plaît? À la signature. Ok. Donc, je vais faire l'appel des conseillers. Donc, Jean-Bernard Patelier, je suis là. Donc, Marianne Michel est absente pour l'émission. Donc, Thierry Lemaire. Virginie Coulisac. Kylian Colita est absent et m'a donné pouvoir. Béatrix Riandel. Jean-Yves Gadea. Juliette Chignot. Sébastien Beck. Présent. Lisa Guinou. Olivier Robert. Salvatrice Pérez. Thierry Réguier. Annie Sarrazin. Annie n'est pas là. Franck Demolot. Nathalie Nicolas Nelson. Daniel Ferreira. Sylvain Trevet. Samuel Boger. Bernard Dénin. Jérôme Baudrier. Chimène Camboulin qui est absente et qui donne le pouvoir à Thierry Lemaire. Guy Anceret. Elisabeth Benjeloun. Ludovic Landrier. Absent. Nathalie Moine. Oui. Sébastien Lefranc. Oui. Kelly Citadel-Velin. Présent. Olivier Henry. Absent. Ok, donc le quorum est atteint. Donc là, on va pouvoir se tenir. En secrétaire de séance, je vais vous proposer Thierry Lemaire. Est-ce que ça convient à tout le monde? Pas d'opposition? Ok, merci. Comme d'habitude, le personnel est autorisé à prendre la parole, le personnel administratif, si le besoin s'en fait sortir, pour compléter ou faire des commentaires sur des questions qui pourraient se poser. Je vous informe qu'on ajournera le point numéro 3, qui est l'arrêt du PLU, qui sera reporté à un autre conseil municipal, parce qu'on voudra le détailler et le faire présenter par le cabinet, donc qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc on va reporter ce point à un conseil ultérieur. Et on va pouvoir attaquer le ordre du jour avec les premiers points qui sont les adoptions des derniers PV. Sur le PV du 3 juillet, le conseil municipal du 3 juillet, je n'ai pas reçu de demande de modification. Est-ce qu'il y en a en séance? Oui, concernant le PV du 3 juillet, il n'y a pas du tout la déclaration que j'ai faite lors de ce conseil municipal. J'aurais bien aimé qu'elle soit retranscrite et qu'elle soit incorporée. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc je vous propose de passer au vote en l'état. Est-ce que ma remarque va être prise en compte ou pas? Non, puisque si je peux finir ma phrase, je viens de dire que je prenais le PV en l'état. Sans la modification que vous demandez. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, 3 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. On va passer au deuxième PV. Alors, celui-là, vous avez fait une remarque, Monsieur Lefranc, le secrétaire de séance. Donc, on l'a pris en compte. On a retranscrit dans le PV que vous avez là. Demandiez à renforcer le fait de dire que les frais de représentation du maire n'étaient pas justifiés auprès des Baptisiens. Je me suis permis aussi de rajouter, puisqu'effectivement, dans le sens que vous demandiez à appuyer, j'ai reprécisé les termes de la loi qui précisent bien que dans la formule que nous avons choisie, qui est la formule forfaitaire, il n'y a évidemment pas de justificatif à donner. C'est le principe du forfait par rapport au principe des frais réels. Donc la remarque a été prise en compte. Y en a-t-il d'autres en séance? Où est-ce qu'on peut passer au vote? S'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, adopté. Allez-y. Les points suivants. Excusez-moi, est-ce que je peux dire quand même quelque chose? Parce que vous avez quand même retiré un point qui était volumineux, qu'on a travaillé énormément dessus, et que je trouve dommage que ça ne soit pas présenté, ni même par éventuellement un employé communal, puisque vous devez maîtriser très bien le document, parce qu'il y a plein de points qui nous ont apporté interrogation,
et qui nous a alertés sur vos intentions et qui ne plaisent pas du tout. Merci pour votre intervention. Je réitère donc le fait que le point est ajourné, puisque dans le règlement interne du conseil municipal, le maire fixe l'ordre du jour. Et il est de ma compétence de pouvoir retirer une délibération, ou pour quelque motif que ce soit. Il n'est pas de ma compétence d'en rajouter, par contre, puisqu'il faut effectivement que les gens soient prévenus à l'avance et les documents pour pouvoir les travailler. Ce n'est qu'un ajournement, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de pouvoir intervenir dessus. Et on va continuer notre ordre du jour. Alors, le point numéro 4. Le rapporteur, c'est M. Tchernel. Décision unique négative numéro 1 du budget communal année 2020. Vu la loi numéro 94-504 du 22 juin 1994 portant disposition budgétaire et comptable relative aux collectivités territoriales. Vu l'article L. 1612-11 du Code général des collectivités territoriales permettant l'adoption de modifications de budget par l'organe délibérant. Vu le budget primitif adopté par délibération du conseil municipal en date du 5 juin 2020, considérant qu'il convient de prendre acte des décalages enregistrés par rapport aux prévisions budgétaires antérieures dans le cadre d'une décision modificative, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative numéro 1 comme suit. Diminution du chapitre 11, moins 44 006 71. Augmentation du chapitre 65, 28 748 68. Augmentation du chapitre 67, 8000, soit une diminution globale en dépenses de fonctionnement de 7258,03. Au niveau des recettes de fonctionnement, chapitre 70, moins 4000, chapitre 73, moins 779, chapitre 74, moins 2779,03, chapitre 75, plus 300, équilibre entre les recettes et les dépenses à moins 7258,03. Concernant les investissements, chapitre 20, 21, 23, diminution de 46 548,20. Au niveau des recettes, chapitre 10, plus 3 451,80. Chapitre 13, moins 50 000, soit un équilibre à moins 46 548,20. Il y a des prises de parole. Oui, moi je fais quelques demandes. Comme il n'y a pas de commission finance, il y a eu quelques variations, notamment sur les charges à caractère général. Donc j'aimerais comprendre cette évolution de 41 000 € en moins pour la maintenance, 18 000 € en plus pour les honoraires, et à quoi correspondent les 9 300 € en plus pour les divers. Sur cette partie-là, donc après je reviendrai, j'ai d'autres remarques. Alors sur les charges à caractère général, en fait c'est sur la maintenance des prestataires informatiques. Parce que sur le budget 2019 était intégré au budget 2018 et on avait pour changer les dépenses de maintenance lors du bébé, donc on réajuste par rapport au réel. Ensuite, la deuxième question, les honoraires. Les honoraires, c'est la révision du PLU et RGPD. Donc c'est des ajustements de facture, donc on ajoute comme ça un peu. Et les divers. Les divers, comme c'est les divers. Non, justement, parce qu'on a toute une liste d'articles dessus. Donc c'est très détaillé, donc si vous n'avez pas pu les mettre dans les autres articles, c'est que ça correspond à quoi? S'il vous plaît, quand on est poli, je vais regarder. Le divers. C'est sur quel article? Parce qu'on a plusieurs beaucoup de divers. C'est sur les charges à caractère général, c'est 62-38. 62. Alors, oui, les 9 000, l'augmentation de 9 000, c'est que nous avons pris en charge au niveau du budget communal les colis qui étaient attribués au CCAS. Donc d'un côté, vous faites préciser que le budget CCAS diminue, mais le budget communal compte en charge des dépenses allouées au CCAS. Ensuite,
Ensuite, j'avais aussi toujours la même réflexion concernant une augmentation de 2 000 € concernant les frais de représentation, alors que ceux-ci ont déjà été augmentés et qu'on demande depuis des années à pouvoir accéder aux documents, permettant de justifier de tels montants de frais de représentation. On vous a déjà répondu en long, en large, en travers. On entendra une action pour pouvoir y avoir accès. 12 000 € par an. Bravo. Ensuite, concernant les investissements, on voit une baisse importante de ce qui avait été prévu et budgété pour les services techniques. Oui. Qu'est-ce qui avait été prévu qui ne sera donc pas fait? Qu'est-ce que vous avez important? 110 000 € sur 186 000 €. Alors, un point a été fait avec M. Thibault la semaine dernière. Micro, s'il vous plaît. Pardon? Micro. Pardon. Un point a été fait avec les services techniques pas plus tard que la semaine dernière sur les besoins, sur les travaux. Donc on a réajusté. On a déplacé notamment tout ce qui était sécurité au niveau des bâtiments. Donc ça c'est reporté en 2021. On a... Qu'est-ce qu'on a mis encore? La balayeuse effectivement est décalée, parce qu'il faut lancer un marché et pour l'instant on l'a pas fait pour des raisons évidentes. Qu'est-ce qu'on a bougé? C'est à peu près tout, parce qu'on est à peu près dans... Il me restait une question concernant pour les recettes d'investissement, le 13-28 autres. C'est une subvention qu'on attendait et qu'on n'aura pas? C'est pas qu'on attendait qu'on n'aura pas, c'est qu'on avait omis d'attirer lors du bébé. C'est tout simplement la subvention liée au terrain synthétique. D'accord. On la retire et on la remettra l'année prochaine en lien avec le terrain synthétique. L'année prochaine, sur le budget de l'année prochaine. Alors, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? 3. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, allez. J'avais juste une question. La délibération porte le numéro 4 alors qu'on a supprimé la numéro 3. Oui, on peut garder la même numérotation, c'est pas grave. On garde la numérotation, on dira que le numéro 3 est à jour. Et on la laisse. Alors, délibération numéro 5, le rapporteur c'est Franck Develot. Renouvellement de la convention avec la caisse d'épargne pour la mise en place du paiement en ligne sur Internet pour les services périscolaires. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention signée avec la caisse d'épargne en 2014 pour la mise en place du paiement en ligne sur Internet pour les services périscolaires, vu le renouvellement de la convention en 2017, considérant que celle-ci arrive de nouveau à échéance et qu'il est nécessaire de procéder à son renouvellement, considérant que la Caisse d'épargne est la seule banque agréée par la Direction générale des finances publiques pour sa solution de paiement en ligne. Il est proposé de souscrire auprès de la Caisse d'épargne Île-de-France au service S+, régi par les conditions générales d'adhésion au service S+, et les conditions particulières service S+, dont l'objet est la fourniture par la Direction générale des finances publiques à la commune de Saint-Pathus. Une plateforme permettant la mise en place d'un système de sécurisation des ordres de paiement effectués à distance au profit de la commune de Saint-Pathus, désignée sous l'appellation SP+, de l'accès à un service d'assistance technique, à l'intégration, à la mise en œuvre et à l'exploitation du service SP+. Le service SP+ est fourni aux conditions financières suivantes. Frais de mise en service sans objet. Abonnement mensuel 15 €. Coût par paiement effectué 0,13 €. Au service
optionnels suivants, tels que choisis par le souscripteur dans les conditions particulières du service SP+. Les services optionnels sont fournis aux conditions financières suivantes. Email de confirmation, frais 0. Pour une durée déterminée d'1 an à compter de la date de la signature des conditions particulières, cette durée étant renouvelable 2 fois la reconduction express selon les modalités indiquées aux conditions générales d'adhésion au service SP+. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le maire à signer les conditions particulières du service SP+, ci-dessus, dont le projet est annexé à la présente délibération, ainsi qu'à effectuer l'ensemble des opérations prévues par le projet de conditions générales. Merci Franck. La parole. Allez-y. Oui, alors c'est plus par curiosité. Lors d'une commission, ça aurait été beaucoup plus logique d'en poser. C'est juste par curiosité. On passe par une banque pour pouvoir souscrire au paiement en ligne, ça, pas de souci. Par contre, il y a énormément de communes qui sont, je crois, dans le même cadre que nous, avec les régies, qui passent directement par le service du Trésor public, le fameux PFIP en fait. Et je m'étais posé la question si, depuis le temps, si on avait. Si c'était plus avantageux de passer par cette banque-là que par le service, par le Trésor public, ou s'il y avait une raison pour laquelle ne pas passer par ce service en fait. Parce qu'il me semblait que les conditions n'étaient pas énormes, certes, mais il me semblait que les conditions tarifaires étaient légèrement inférieures. Voilà. Et il y avait peut-être une autre raison plus technique que je ne maîtrise pas, sur laquelle vous pouvez m'éclairer. Non, donc ça ravi que vous vous renseignez pour nous. Si vous considérez que les conditions sont meilleures par ce biais-là, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous, aujourd'hui, on fonctionne par ce système-là et on vous propose de le renouveler. D'accord. Merci. Merci. On donne prise de parole. Vous passez le vote. Des votes contre. Des abstentions. Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Alors, la déclaration suivante, Lisa. Modification du tableau des effectifs, création d'un poste d'adjoint technique principal de première classe. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale. Vu l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer le poste suivant correspondant à un avancement de grade, premier poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet. Modifie ainsi le tableau des emplois permanents de la commune. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, on peut savoir, donc même si c'est dans le service technique, on ne peut pas savoir qui c'est. Non. Voilà. Comme bien sûr que la personne ne part pas en retraite dans 2 mois. Oui. Merci. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Donc, adopté à l'unanimité. Merci pour les agents. Alors, ensuite. Alors, on a, avant de faire les 5 délibérations qui vont suivre, c'est-à-dire la 7, alors c'est peut-être jusqu'à la 11, 7, 8, 9, 10 et 11, on vous a mis dans les pochettes un certain nombre de documents. Alors, celui-ci que vous avez, alors pas tous, je vous l'ai mis, monsieur le Fond, ce que vous l'avez demandé. Oui. C'est le projet éducatif de la ville qui a été fait en 2019-2020, qui a été fait pour répondre à la demande de la BDCS. Donc il a été finalisé par M. Bouet et c'était M. Jaworski qui l'avait fait. Avant sa prise de poste, M. Jaworski n'avait pas de projet, enfin, il n'y avait plus de projet éducatif. Depuis l'année 2009, les directeurs précédents ne l'avaient pas fait, ou en tout cas s'ils l'ont fait, ils ne l'ont pas laissé dans l'archive de la commune puisqu'il n'y en a pas de trace. Donc voilà, celui-là mérite d'exister, il a besoin d'être détaillé. Pour l'instant, ce n'est qu'une petite ébauche puisqu'il doit être, c'est un document qui doit être travaillé pas tout seul, il doit être mis en travail avec
les gens de la DDCS, avec concertation et avec aussi d'autres partenaires qui tournent autour de l'éducation. Donc ça, c'est un premier jet qui n'a pas vocation à être un jet définitif sur le plan éducatif. Ça doit être tellement plus fouillé que celui-là, mais enfin, en tout cas, celui-là permet de voir les grandes lignes. Vous aviez aussi donc, dans les documents ce document-là, avec un petit peu de vert, donc, qui est le bilan. Moi, je crois que vous m'avez demandé l'année dernière des bilans d'activité pour pouvoir vous prononcer sur l'efficacité ou non des délibérations qu'on va vous proposer derrière. Alors, on a extrait quelques chiffres que je vais vous donner. C'était important aussi de les faire, parce que je vous rappelle qu'on a un accord avec la commune de Ouassery pour qu'ils participent financièrement, puisque aujourd'hui, ils n'ont pas de service jeunesse suffisamment développé pour avoir des animateurs qui puissent intervenir. Et que comme dans le collège, il y a 2 tiers de Pathusiens et 1 tiers de Stéraciens, il est logique que s'ils mettent des moyens, le coût de ces moyens soit réparti à hauteur de 2 tiers, 1 tiers, puisque l'ancien maire m'avait écrit qu'il était d'accord. J'espère que le suivant le sera tout. En tout cas, s'il n'est plus, on y tirera les autres. On verra bien. Alors, sur la partie stop harcèlement, vous avez là-haut, on a affiché, donc parmi ces mini-groupes pour les classes de 6e, il y avait 11 séances de prévues sur la période d'octobre-novembre-décembre 2019. Il y a 144 élèves qui ont répondu au questionnaire, 69 garçons, 60 filles, et puis 15 compagnistes les élèves. 75 élèves habitent Saint-Pacus, 54 d'autres villes. 99% des élèves disent avoir bien vécu ce temps, et 96 ont trouvé ce temps utile, ont découvert de nouveaux éléments sur ce terme, sur ces thèmes, et repartent avec de nombreux outils. Sur la gestion des émotions, c'était pour les classes de 4e. Pareil, 11 séances, la période était différente, décembre, janvier, février, 104 élèves, 49 garçons, 55 filles, et 97% disent avoir bien vécu ce temps, et 99% ont trouvé ce temps utile. Sur l'égalité filles-garçons, ça s'est dit aussi, 11 séances, la période suivante, 62 élèves, ça a touché 62 élèves, et pareil, pratiquement 97 et 99% ont trouvé ce temps utile. Et puis la 4e, c'était concours zéro cliché égalité filles-garçons aussi. Donc ça, c'était pour les classes complètes, 2 classes de 4e, en partenariat avec les professeurs de français et les responsables du CNI. Donc on est entré aussi, et vous le verrez dans les nouvelles, dans des démarches où on n'est plus seul à intervenir, on intervient aussi avec des partenaires d'éducation, professeurs ou personnel spécialisés à côté pour développer ces temps d'intervention. Il y a un réel côté éducatif et participatif qui est très intéressant. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc vous regardez, c'est bien détaillé, hein, le bilan de partenariat il est intéressant, il montre que les services suivent au jour le jour bien les interventions qui sont faites, parce qu'on ne prend pas un document comme ça à la va-vite si on ne l'a pas suivi et préparé tout au long de l'année. Et on va passer à la libération numéro 7, qui est donc la convention de partenariat sur la gestion des émotions, estime de soi, et c'est Nathalie le rapporteur. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la proposition de convention de partenariat avec le collège de Ouassery dans le cadre d'une intervention de notre service jeunesse sur le thème gestion des émotions, estime de soi pour les classes de 4e générale et de 4e CEPA. Considérant que dans le cadre de la politique enfance-jeunesse de la ville de Saint-Pacus, le service jeunesse a pour mission de créer des liens et des partenariats avec les établissements scolaires du territoire. Considérant que ces partenariats permettent aux animateurs du service jeunesse d'être au contact des jeunes Pathusiens et de pouvoir les accompagner dans leurs projets de construction. Considérant qu'il s'agit d'une animation qui se déroulera en demi-groupe pour les élèves des classes de 4e générale et par classe entière pour les 4e SECPA, dont la fréquence des interventions sera définie par le collège et que chacune des interventions durera 2 heures.
Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention annexée à la présente délibération, autorise Monsieur le maire à signer la convention avec le collège de Ouastrine. Alors, c'est des prises de parole. J'ai juste une remarque sur les conventions qui nous ont été données. Il y a une erreur de frappe à chaque fois. C'est marqué à la bonne menée. Par exemple, à l'article 4, engagement du collège. Je ne sais pas si j'ai la bonne convention, mais c'est marqué ça dans quasiment toutes les conventions. Et à la place, ça devrait être au bon déroulement. Vous voyez, article 4, engagement du collège, l'espace adapté à la bonne menée de l'animation. Et ensuite, à l'article 5. Je vois pas, je vois pas. Dans l'article 4, ça vous dit? Oui, deuxième phrase. Oui. À la bonne menée. Ah oui. Et c'est la même chose à l'article 5, et c'est comme ça dans toutes les conventions. Et en fait, c'est au bon déroulement. C'est pas français. À mon avis, ça doit être une correction à tout automatique. Oui, c'est aussi. Oui, on peut changer ici. Ben, c'était comme ça dans les anciennes, hein, l'année dernière. Au bon déroulement, juste s'interroger sur cette chose. Après, c'est vrai que c'est pas très joli à dire, mais c'est la même chose que le gouvernement, et c'est a priori autorisé par la langue française. Après, c'est les services qui nous ont préparé, donc bon, on verra éventuellement changer, mais ça ne change pas le contenu et le déroulé de la chose. Donc on en prend note et on verra avec celui qui l'a rédigé si c'est fait exprès et si il accepte de le changer. Oui. Merci pour les documents j'avais demandé qui ont été fournis. Je prendrai le temps d'y regarder et peut-être que du coup j'apporterai un avis quand j'aurai pu analyser les documents. Par contre, il manquait, parce que du coup j'ai bien compris, du coup c'est un projet éducatif local, j'ai bien compris. Par contre, est-ce que vous avez demandé également le projet pédagogique? Les projets pédagogiques ne sont pas diffusables aujourd'hui, ils sont en cours de validation. D'accord. Entre la direction des SMJ et nous, donc ils ne sont pas encore finalisés sur ça. Celui de cette année, mais celui de l'année dernière. On n'est pas sur ce terrain. Si vous ne voulez pas que je dise. Ou celui de l'année avant. Pour l'instant, ceux que vous avez demandés ne sont pas disponibles. Merci, monsieur le maire. Alors, d'autres commentaires ou est-ce que vous passez au vote? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, adopté, merci pour eux. On va enchaîner sur la suivante, et c'est Béatrice. Signature d'une convention de partenariat avec le collège général de Ouastrine. Intervention. Intervention sur le thème prévention harcèlement. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la proposition de convention de partenariat avec le collège de Ouastrine dans le cadre d'une intervention de notre service jeunesse sur le thème de prévention harcèlement pour les classes de 6e générale et de 6e SECFA. Considérant que dans le cadre de la politique enfant-jeunesse de la ville de Saint-Paty, le service jeunesse a pour mission de créer des liens et des partenariats avec les établissements scolaires du territoire. Considérant que ces partenariats permettent aux animateurs du service jeunesse d'être au contact des jeunes pathisiens et de pouvoir les accompagner dans leur projet de construction. Considérant qu'il s'agit d'une animation qui se déroulera en demi-groupe pour les élèves des classes de 6e générale et par classe entière pour les 6e SECFA, dont la fréquence des interventions sera définie par le collège et que chaque intervention durera 2 heures. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention annexée à la présente délibération, autorise monsieur le maire à signer la convention avec le collège de Ouastrine. Donc j'imagine la même remarque sur la bonne menée. Pareil, on posera la question. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Allez-y. Justine, est-ce que ce thème-là est un thème qui est depuis 2 ans soutenu par le CIJ 77, donc toute structure labellisée IJ?
a la possibilité de souscrire à des subventions sur ce type de projet. Est-ce qu'on y a souscrit, est-ce qu'on y a fait ou est-ce qu'on n'y a pas pensé? On posera la question au directeur en France jeunesse, on vous répondra parce que je ne suis pas en capacité de vous répondre. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté, merci. Sébastien. Signature d'une convention de partenariat avec le collège Jean Desbarres de Boisserie. Intervention sur le thème égalité filles-garçons. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la proposition de convention de partenariat avec le collège de Boisserie dans le cadre d'une intervention de notre service jeunesse sur le thème de égalité filles-garçons pour les classes de 6e générale et de 6e SECPA. Considérant que dans le cadre de la politique enfance-jeunesse de la ville de Saint-Patu, le service jeunesse a pour mission de créer des liens et des partenariats avec les établissements scolaires du territoire. Considérant que ces partenariats permettent aux animateurs du service jeunesse d'être au contact des jeunes patusiens et de pouvoir les accompagner dans leur projet de construction. Considérant qu'il s'agit d'une animation qui se déroulera en demi-groupe pour les élèves des classes de 6e générale et par classe entière pour les 6e SECPA, dont la fréquence des interventions sera définie par le collège et que chaque intervention durera 2 heures. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention annexée à la présente délibération, autorise monsieur le maire à signer la convention avec le collège de Boisserie. Alors, la marque, est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Donc adopté, merci. La 10, nous en attendons encore une après, Elisabeth. Signature d'une convention de partenariat avec le collège Jean Desbarres de Boisserie, animation de la pause méridienne, jeu de société. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la proposition de convention de partenariat avec le collège de Boisserie pour l'organisation d'animation sur le temps de pause méridienne autour des jeux de société les mardis de 11h50 à 14h, considérant que dans le cadre de la politique enfance-jeunesse de la ville de Saint-Patu, les services jeunesse ont pour mission de créer des liens et des partenariats avec les établissements scolaires du territoire. Considérant que ces partenariats permettent aux animateurs du service jeunesse d'être au contact des jeunes praticiens et de pouvoir les accompagner dans leur projet de construction, considérant que la prise en compte et l'animation de ce temps répond aux besoins d'écouter les jeunes et de créer des liens avec eux en abordant autour d'activités ludiques des sujets sur leur avenir scolaire, professionnel ou plutôt sujets personnels, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la convention annexée à la présente délibération, autorise M. le maire à signer la convention avec le collège de Boisserie pour l'année scolaire 2020-2021. Alors, un commentaire, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc, adopté, merci. Et la dernière, Jean-Louis. Signature d'une convention de partenariat avec le collège Jean Desbarres de Boisserie sur le thème de l'animation de la pause méridienne, animation ludique. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la proposition de convention de partenariat avec le collège de Boisserie pour l'organisation d'animation sur le temps de pause méridienne autour des supports ludiques, les jeudis de 11h50 à 14h. Considérant que dans le cadre de la politique enfance-jeunesse de la ville de Saint-Patu, le service jeunesse a pour mission de créer des liens et des partenariats avec les établissements scolaires du territoire. Considérant que ces partenariats permettent aux animateurs du service jeunesse d'être au contact des jeunes patusiens et de pouvoir les accompagner dans leur projet de construction. Considérant que la prise en compte et l'animation de ce temps répond aux besoins d'occuper les jeunes et de créer des liens avec eux en abordant autour d'activités ludiques des sujets sur leur avenir scolaire, professionnel ou tout autre sujet personnel. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la convention annexée à la présente délibération, autorise M. le maire à signer la convention avec le collège de Boisserie pour l'année scolaire 2020-2021.
au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc adopté. Juste un petit commentaire là-dessus. Vous avez vu que vous n'aviez pas, par rapport à l'année dernière, vous n'avez pas les périodes. Parce qu'on ne sait pas encore dans l'année comment ça va s'orienter et comment ça va s'articuler. C'est pour ça qu'on a pris les conventions avec simplement les jours, mais pas forcément les périodes comme vous avez pu l'avoir dans le passé les autres années. Et puis on les prend plus tôt aussi, donc, de façon à ce que les activités puissent démarrer rapidement. La délibération suivante, donc c'est l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article 21-21-8, considérant que l'Assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les 6 mois de son installation, de l'exposé du rapporteur, le conseil municipal après avoir délibéré adopte le règlement intérieur du conseil municipal dans les conditions exposées par M. le maire et annexées à la présente délibération. Alors, je vous propose, on a pris celui qui était toujours en cours de validité, puisque effectivement celui qui primait jusqu'à maintenant, c'était celui de la mandature dernière. Je vous propose d'aller dans un premier temps aux modifications que l'on vous propose et d'aller à la page 5. C'est la première modification, elle est à la page 5. Alors, elle précise, c'est dans l'article 5, sur les questions de fin de conseil municipal, donc les questions dites orales, mais qui doivent être faites par écrit. C'est toujours un peu compliqué à comprendre, donc c'est des questions que vous nous posez en fin de conseil sur différents sujets qui ne sont pas forcément inscrits à l'ordre du jour. Comme il y a eu des petits, sur la dernière mandature, des petits soucis sur les délais, les heures jusqu'auxquelles les choses pouvaient être envoyées, on a essayé de préciser. Donc on vous a rajouté, en fin de conseil sommaire, 48 heures et entre parenthèses, heure d'ouverture de la mairie. Et on a rajouté une petite phrase aussi à la ligne en dessous. Elles sont rédigées de manière la plus claire et la plus succincte possible dans les termes de l'exposé oral qui aura lieu en séance. C'est ce qu'on vous propose de modifier. Monsieur le maire, comment vous souhaitez qu'on fasse là pour, on vous laisse exposer toutes les modifications, on vous dit tout notre avis ou on fait point par point? Comme vous voulez. Comme vous voulez, vous c'est le président, vous êtes le président. Allez-y, dites-nous au fur et à mesure. Parce que peut-être qu'il y avait aussi des modifications sur les points précédents sur lesquels vous n'êtes pas venu. Donc, alors on reviendra après. Alors. Okay. Je fais les modifications et puis après vous ferez les votes. Ça marche. Okay. Après nous on va à la page 13. Alors, celle-là, c'est une modification obligatoire, puisque ça s'appelait débat d'orientation budgétaire et ça s'appelle aujourd'hui rapport d'orientation budgétaire. Donc, c'est juste un changement d'appellation pour se mettre en corrélation avec le CGCT. Pour l'article 20. Sur l'article 21, le président, on a rajouté, le président peut mettre en voie toute demande de suspension de séance émanant d'un ou plusieurs membres du conseil. Sur l'article 22, sur les amendements, donc, on vous propose de mettre les amendements contre projet doivent être présentés par écrit à monsieur le maire 48 heures, on reprécise heure d'ouverture de la mairie, au moins avant une séance du conseil municipal et font l'objet d'un accusé de réception. À défaut de transmission dans les délais présentés en début de conseil et soumis au vote pour savoir s'ils sont soumis en délibération ou pas. C'est vrai que si vous aviez par exemple une volonté de faire un amendement sur un document, pour qu'il puisse être pris en compte et en même temps au moins de le regarder et de se faire un avis, ce serait mieux qu'on l'ait avant. Après vous avez la possibilité de le faire en séance avec le risque qu'on le renvoie ou qu'on l'étudie, enfin qu'on ne puisse pas le voter puisqu'on n'aurait pas le temps de le regarder. Ensuite, je vous propose d'aller à la page 16. Dans l'article 27, projet de procès verbal sera envoyé aux conseils municipaux qui feront part de leurs remarques éventuelles par mail ou par courrier la veille, aux horaires d'ouverture à la mairie, de la séance du conseil. Ça, c'est de façon à justement pouvoir regarder, éventuellement aller regarder sur la vidéo si vous avez une remarque, de façon à ce qu'on ait le temps, parce qu'en séance, on n'aura pas le temps de contrôler la véracité ou pas de la demande. Donc si elle est faite avant par écrit,
ça pendant une délai minimum, hein, j'ai mis juste c'est la veille, je crois, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Voilà, c'est envoyé qui font par veille, voilà. La veille, ça me laisse quand même plusieurs jours entre le moment où vous l'avez et puis le conseil pour nous faire les virements. Le point suivant, ça concerne l'article 29. Le local mis à disposition, le jour change, c'est le mardi. Le point suivant, l'article 30. Alors, on avait retenu vos remarques la dernière fois sur la quantité de caractères. Ou à 450, vous trouviez ça trop peu. On vous propose de le passer à 600 caractères. Par une 30% d'augmentation. Et puis, le dernier point que l'on inscrit et que l'on modifie, c'est sur les groupes politiques qui doivent au moins avoir 3 conseillers municipaux. Voilà, c'est de prise de parole. Alors, sur l'article 5 que vous donniez, donc le fait de limiter 2 questions par groupe, ça ne fait référence à aucun cadre, donc c'est juste un choix de votre part de l'imposer. Donc on souhaite au contraire que puisse être posée une question par conseiller, et non pas par groupe. On restera sur les groupes. On s'y opposera au maximum. Autre chose, mais là c'était plus une remarque, plus pour préciser, je pense toujours dans cet article 5, je trouve que la dernière phrase, pardon, c'est pas le bon terme, il y a rien qui me vient, c'est pas bâclé, mais je trouve que la dernière phrase mérite un point à lui tout seul en fait. Parce qu'on parle des questions de fin de séance, et la fin parle des questions pendant la séance. Et je trouve que ce point-là, les questions pendant la séance, c'est ce qui fait le plus de sujet à débat entre nous, je pense. Donc du coup, je pense que ce point-là mériterait un point à lui tout seul pour être plus précisé et éclairci. Non? Vous savez pas? Non, il ne faut pas se mélanger. Les questions de fin de conseil dites orales, on s'adresse là, ce sont des questions sur lesquelles il n'y a pas de limite pour vous. Vous pouvez aller sur tous les sujets. Après, toutes les questions qu'il y a pendant le conseil sont des questions qui sont liées aux points qui sont abordés, qui sont à l'ordre du jour et qui doivent être en lien avec l'ordre du jour. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais justement. Ça ne change pas. Oui, mais c'est dans. Le fait là, c'est pas une question de changer, c'est que je trouve que ça mérite d'être formulé, parce que c'est formulé en fin d'un article, alors que c'est un point qui n'a rien à voir avec les questions de fin de conseil. C'est une simple précision, ça c'était déjà comme ça dans le. Et ça n'avait jamais posé de problème. Ah bah non, c'est un problème, c'est ce qu'on veut, mais je trouvais que les questions de conseil méritaient d'être précisées aussi, de manière aussi pointue que le reste que vous avez fait. Elles sont sur les points d'ordre du jour, il n'y a pas besoin d'être précisé plus que ça. D'accord. Sur le point numéro 7, vous mentionnez, vous citez l'article L2121-22 pour préciser l'organisation des commissions, mais vous ne mentionnez pas l'article dans son intégralité qui précise que si jamais vous créez une commission, vous devez de respecter la représentation proportionnelle. Alors je sais que vous ne créerez pas de commission, mais si jamais un jour vous créez une commission, ça serait bien qu'on puisse mettre ce point de... Alors, ce point est parfaitement respecté, puisque les 2 commissions obligatoires, vous y siégez, puisqu'on vous a demandé de nommer les gens, et sur toutes les autres commissions, quand il y en aura créé, c'est à eux pour voir. Vous avez remarqué que la dernière fois qu'on a créé une commission, c'était pour le BLU, et j'ai un écrit de votre part disant qu'alors qu'on vous avait proposé un poste dans cette commission pour pouvoir travailler, c'est un écrit de votre part une ancienne conseillère de votre groupe qui disait qu'elle n'avait pas de temps à perdre et qu'elle ne viendrait pas à la commission. Donc on vous fera, quand on créera des commissions comme ça, on vous fera signe, n'ayez pas de temps. Non, mais vous deviez me faire signe d'ailleurs, puisque c'était un engagement en tout cas du précédent conseil de pouvoir en discuter. Et là, il ne s'agit pas de faire signe ou pas de faire signe, il s'agit de respecter l'article tel qu'il est écrit dans les J-France. Donc c'est juste qu'il précise que quand il y a une commission,
c'est une obligation de respecter la proportion. C'est exactement ce que je vous dis. Quand on créera une commission, vous serez informés de façon à pouvoir nous proposer quelqu'un en respectant la proportionnalité de votre représentation au sein du Conseil. Alors, excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il n'y a que 2 commissions existantes dans cette ville? Comment? Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous êtes en train de dire que les 2 commissions, il y a 2 commissions en fait dans cette ville? Le CCAS, c'est la commission d'appel d'offres. Le CCAS, c'est vous qui y siégez, et la commission d'appel d'offres, c'est monsieur. Oui, j'ai bien compris. Simplement, toutes les affaires de la ville ne se décident pas dans ces 2 commissions. Comment faites-vous en fait? Madame, ce sont des commissions obligatoires. Oui, j'ai bien compris que c'est obligatoire. C'est ma réponse. D'accord. Elle est tout à fait arbitraire et non démocratique. La façon dans laquelle nous travaillons à l'intérieur de notre groupe, nous regarde, Non mais en fait, quand vous travaillez, est-ce que vous vous invitez, vous, quand vous faites des commissions chez nous, pour préparer les conseils? Non. Donc nous nous réunissons, nous, avec notre groupe, à nous, et vous n'êtes pas invités à ces commissions. Non, ça, ce ne sont pas des commissions officielles, et donc ce ne sont pas des commissions auxquelles vous serez représentés. Les commissions officielles ne sont pas mises en place, c'est à la liberté de l'équipe en place de décider quelles sont les commissions officielles qu'elles veulent mettre en place, sachant qu'il y en a 2 obligatoires qui sont incontournables, qui sont le CCAS et la commission d'appel d'offres, chose que nous respectons. Pour les autres, voilà ma réponse. Alors, j'aimerais quand même vous faire remarquer qu'au-delà du clivage politique et des différences de groupe, nous représentons un pourcentage de la commune d'habitants qui ont donc voté et qui sont pleinement dans la démocratie française et dans toutes les villes de France et de Navarre. Ils sont tous les habitants sont représentés et vous êtes donc maire de chaque habitant de cette ville. N'est-ce pas? C'est pour ça que vous siégez au conseil municipal pour les représenter. Non, mais cela voudrait dire que ceux qui ont voté pour nous n'ont leur mot à dire que pour la commission d'appel d'offres et au CCAS. Donc c'est un déni de démocratie. Si c'est comme ça que vous l'interprétez, c'est votre interprétation. Non mais vous avez les vôtres et nous avons les nôtres. Mais je crois que c'est tout de même... C'est la réglementation qui est comme ça. C'est la réglementation qui est comme ça. Adressez-vous aux législateurs, mais pas à nous. Si vous la comprenez pas, il faut... Non, ne commencez pas dans les bassesses, s'il vous plaît. Nous avions perdu un niveau. On n'est pas... Vous avez pas insulté, madame. Non, mais ça, on part toujours en cacahuète ici. On vous explique que c'est les 2 commissions. Non mais reste poli. On a très bien compris. Vous ne savez pas qui je suis. Et il y a un minimum, chacun sait pourquoi il est là. Je me permets de vous rappeler alors, on a demandé, la dernière fois vous n'étiez pas là, on a expliqué que ce conseil, vous auriez la parole, on vous laisserait vous exprimer, simplement qu'on devait rester calme, tranquille. Non mais on va être très calme, mais on va être très poli également. M. Beck ne vous a pas insulté, je vous demande de ne pas réagir de façon épidermique. Non, pas du tout. On est loin de l'épidermie, je vous assure. On est très loin. La parole, c'est très mal connu. Oui, non. Je suis à bonne école depuis 3 mois. Je termine mon propos, madame. Vous avez posé une question, je vous ai répondu. Donc nous passons au point suivant, s'il vous plaît. Allons-y. À moins qu'il n'y ait pas d'autres paroles. Si. L'article 14. Alors, j'avoue que c'est plus pour comprendre. C'est plus pour comprendre. Je ne comprends pas le sens, ou en tout cas, je ne vois pas à qui ça s'adresse, puisqu'on parle de. Je vais prendre ma petite note, pardon. En même temps. Puisqu'on dit la phrase aucune personne autre que les membres ne sont pas autorisés, sauf sur invitation du président. Mais on dit en même temps que la séance de conseil, elles sont publiques. Du coup, dans cette formulation, je voudrais savoir à qui s'adressait. Petite explication de français. Merci. Tout simple. Oui. En fait, l'accès à la salle du conseil municipal est régulé par le maire ou par le président, c'est ça, le président de la salle. C'est-à-dire que les conseillers municipaux peuvent pénétrer avant, c'est un article du CGCT qui est fait sur les grands, en particulier pour les grandes villes. Et on a repris l'ensemble du CGCT. En fait, on dissocie en matière de public les conseillers municipaux qui peuvent s'installer avant, etc., et le public à qui on autorise l'accès à la salle, puisque les séances sont publiques, sauf si après on vote un huis clos, par exemple. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Pas plus loin que ça. D'accord, ça veut juste dire qu'avant l'ouverture officielle du
du conseil, seuls les conseillers En sont fait, autorisés à rentrer dans la pièce. le public qui vient au conseil ne peut pénétrer. On ne le régule pas, mais logiquement ne peut pénétrer dans la salle du conseil que s'il est invité. Voilà. Alors, permettez-moi de faire une dernière remarque. Est-ce que vous pourrez préciser les marques d'approbation ou de désapprobation qui sont interdites? C'est marqué plus loin. Où? C'est marqué plus loin dans le règlement. C'est à la fin du... Oui, toutes marques d'approbation, des approbations sont interdites. Non mais, par le public. Comment les caractérisez-vous? En fait, le public ne peut pas réagir, tout simplement. D'accord. Le public doit se taire pendant la séance du conseil municipal. Approbation, désapprobation. Tout simplement. Ok. Allons-y. Article 17. En référence avec l'article 21-21-16 qui fait mention du pouvoir de police du maire en cas de crime et délit. Ça, c'est bien précisé dans l'article. Par contre, le fait de rajouter les propos injurieux et diffamatoires, ça ne font pas partie de l'article. C'est un rajout de votre part. Pour une raison simple, c'est que, alors même si les propos injurieux, je ne les poserai absolument pas parce que c'est logique. Par contre, le problème du diffamatoire se pose sur le fait que vous n'êtes pas habilité, pardon, de dire, mais ni vous, ni nous, ni personne, à juger du caractère diffamatoire. C'est un juge peut effectivement. C'est pas ce qu'on dit, on dit que c'est le procureur de la République qui peut être saisi. Il peut être saisi d'une demande de propos diffamatoires. C'est vous qui. Et c'est lui, non, c'est lui qui jugera s'ils le sont ou s'ils ne le sont pas. Qui condamnera ou qui condamnera pas. Donc un élu pourrait être exclu pour un propos diffamatoire qui ne l'est pas. Parce que vous allez l'exclure pour propos diffamatoire, et après le juge dira que c'était pas diffamatoire. Comment on fait, on rattrape la séance, comment ça se passe? À aucun moment on vous parle d'être exclu pour un propos diffamatoire. La pouvoir de police du maire, excusez-moi, la pouvoir de police du maire, elle est aussi dans la possibilité d'exclure. C'est dans un autre article et c'est sur différents rappels pour non-respect du règlement intérieur. Oui, donc propos diffamatoires. Non. Non. Sur un trouble de l'ordre uniquement. D'accord. Mais souvent ça va de pair. Ah oui, peut-être aussi, d'où ma question. Ah non, c'est continue, on ne changera pas. On laisse ça comme ça. Oui, mais c'est pas vous qui allez le changer. Hein. C'est sûr. Après, j'avais une boutade, c'était juste savoir que. Est-ce que c'est pas nous qui souhaitons le changer, c'est vous. C'est pas M. le maire, c'est nous. D'accord. À vous pas avoir propos diffamatoires, comme ça, vous avez un problème. Ah mais à vous de ne pas en avoir aussi. Ça s'adresse à tous les conseillers municipaux. Ça ne s'adresse pas aux conseillers municipaux d'opposition. Non, mais ça en particulier à vous aussi. Ah bah à nous aussi, de la même manière. De la même manière. Voilà. Parce que d'ailleurs, ma question suivante, c'était de savoir si c'était le maire qui fait des propos injurieux ou diffamatoires. Quelle procédure dans ces cas-là? Vous avez tout à fait le droit de saisir le procureur de la République. Oui, mais ce qui m'intéressait, c'était en conseil. Il y a quelqu'un qui a l'autorité pour vous exclure si vous faites des propos diffamatoires ou injurieux? On a déjà dit qu'on n'excluait pas. On va être un procès-verbal. Allez, avançons. Essayons de rester sérieux parce que je vous vois tranquillement glisser là. Restez sérieux. Je le suis très Comme bien. vous l'êtes depuis le début. Je le suis. Puisque ça s'appuie sur quelques vidéos qu'on a épluchées et qui nous permettent de poser cette question qui paraît malheureusement. Oui, bien sûr. Parce que vous êtes dans le neige. Allons-y, on avance. On avance, s'il vous plaît. D'autres articles? Oui. Excusez-moi, je la reprends. Oui, alors c'est juste une précision, je sais que vous allez me reprendre peut-être sur la sémantique. L'article 22, qui précise qu'en cas d'amendement, il appartient au conseil municipal de décider si les amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés par la commission compétente. Oui. Alors j'aurais besoin d'une précision, c'est de savoir si dans les termes rejetés, renvoyés, s'il était quand même possible de la présenter. L'amendement. C'est ce qu'on vous précise, on vous dit, les amendements que vous proposez doivent être présentés par écrit. D'accord. Ça ne peut pas être par oral. D'accord. Au moins 48 heures à l'avance. D'accord. Y compris pour nous. Par exemple, il y avait une modification, ça vaudrait pour nous. De la même manière. Au moins 48 heures, au moins avant une séance et feront l'objet de réclame de réception. Le conseil municipal décide si ces amendements seront mis donc. S'ils ont été transmis avant, au moment où le conseil municipal démarre et où on arrive à la délibération. On annoncera s'il y a eu un amendement déposé ou pas. On donnera cet amendement-là et il sera voté sur le fait
de le prendre en compte. Mais ce qui sera présenté, ce qui sera expliqué, c'est ça que je veux dire. La première étape d'un amendement, c'est de savoir si on le prend en compte ou si on ne le prend pas en compte. Il peut être rejeté avant même d'avoir été étudié. Ou il peut être accepté à être étudié et après être voté et servir de modification à la délibération existante ou pas. Il peut apporter une modification s'il a été voté qu'il pouvait être étudié en conseil. S'il a été rejeté avant, il devra intervenir sur la délibération. Ok? Ensuite. Moi, j'avais une remarque à faire. Le législateur, il nous a donné 5 jours francs pour pouvoir travailler au conseil municipal. Aujourd'hui, on a à chaque fois des conseils municipaux qui font plus de 20 points, quasiment. C'est des gros conseils municipaux où quasiment à chaque fois, on a le budget à retravailler, etc. Là, pour ce conseil-là, on a quasiment, avec l'urbain, on a eu plus de 80 pages à lire. Donc ça représente un gros travail à faire. Et le législateur a jugé bon de nous donner juste 5 jours. Et aujourd'hui, on va vous présenter nos amendements 2 jours à l'avance, nos remarques sur les PV 1 jour à l'avance, nos questions orales plus de 2 jours et demi quasiment, au final, à l'avance des conseils municipaux. Ce qui nous laisse une marge de manœuvre pour pouvoir travailler les conseils très réduite. Et ça restreint en fait notre droit de pouvoir user de ces 5 jours pour pouvoir travailler un conseil municipal. Donc, moi, je vous propose de mettre, si possible dans la phrase, de mettre les amendements et contre-projets doivent être présentés, si possible, par écrit, ou et je demande, ou sinon je demande que vous mettiez dans la convocation que nous, on doit recevoir les documents préparatoires au moins 7 jours à l'avance, puisque le conseil municipal, la plupart du temps, il est prêt déjà. Mais vous avez les documents bien en avance. Vous nous les donnez 5 jours à l'avance, mais vous pourriez très bien nous les donner 7 jours à l'avance, ce qui nous donne à nous la possibilité de pouvoir travailler dessus avec plus d'aisance, etc. Parce que là, ça restreint notre capacité de travail, puisqu'elle est réduite en temps. Alors, la volonté de vous donner, de pouvoir vous permettre de déposer un amendement 48 heures à l'avance, effectivement, c'est une nouveauté. J'entends parfaitement ce que vous me dites. Les 5 jours francs, ça c'est le législateur, vous l'avez dit vous-même, c'est pas nous qui pouvons le modifier. Si on écoute votre raisonnement et qu'on vous laisse la possibilité de l'amener en séance, très bien, pas de souci. Je veux bien les souscrire, c'est pas un problème. Sauf que vous prenez un risque, c'est que chaque amendement que vous déposerez, on n'aura pas le temps de l'utiliser, on le rejettera avant même de l'avoir, parce qu'on n'aura pas le temps, nous non plus, de l'étudier. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette disposition-là. Pour vous dire, puisque vous souhaitez très souvent intervenir, échanger, proposer des changements, etc., c'est très bien, c'est votre rôle de conseiller municipal de l'opposition, ça là-dessus, il n'y a pas de souci, on est parfaitement d'accord. Moi je veux bien qu'on mette si possible 48 heures à l'avance. Sachez que si nous on n'a pas le temps de les regarder avant, alors à moins que ce soit très simple et qu'il nous faille quelques minutes, voilà, mais si c'est sur un sujet un petit peu plus compliqué où on aurait nous nécessité d'en débattre entre nous, c'est évident que si on ne l'a pas eu avant, il y a un risque pour vous que l'amendement, même si il est intelligent et qu'il est censé et qu'on pouvait le prendre en compte, il risque de ne pas l'être. C'est dommage. Voilà. Donc maintenant, ce n'est pas une sinécure. Moi, je vous propose qu'on va mettre, si possible, 48 heures avant. Je vous entends, on modifie, il n'y a pas de problème. Sachez que plus vite on l'a, dans les 48 heures qui précèdent, et plus de chances qu'il aura le temps d'être étudié et éventuellement pris en compte. Dans ce cas-là, je pense que la solution intermédiaire qui arrange tout le monde, c'est qu'on reçoive les documents préparatoires, si possible. On vous a dit, voilà, on vous a dit que ça, c'est le temps du législateur, c'est le temps... Non, c'est le temps minimum du législateur. Oui, c'est comme ça. Minimum, oui. Voilà. Vous semblez être conciliant, donc on en profite. Ensuite, ce sera tout, monsieur le maire. alors, même pas un commentaire sur les caractères en plus. Non. Non, je vous remercie. Non. On va également... Non, mais...
Alors, je propose qu'on passe au vote. Et on va également profiter du local que vous nous accordez. On va profiter, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je ne vois pas la troisième main. Oui. Ok. Des abstentions? Donc, adopté. Alors, Virginie. Désignation des membres à la commission communale des impôts directs. Le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2127-32. Je crois pas assez fort. Vu l'article 1650 du code général des impôts instituant dans chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. Considérons que la désignation des commissaires doit intervenir après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Considérons que le conseil municipal doit procéder à la demande de monsieur le directeur des services fiscaux à l'établissement d'une liste de contribuables comportant 16 noms pour les membres titulaires et 16 noms pour les membres suppléants, parmi lesquels seront désignés les 8 membres titulaires et 8 membres suppléants de la commission communale des impôts directs. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, afin d'avoir délibéré, désigne. Alors, vas-y, avant qu'on parle des noms, explique un petit peu ce que c'est. Alors, la commission communale des impôts directs intervient surtout en matière de fiscalité directe locale. Elle a un rôle consultatif en cas de désaccord avec l'administration. Cette commission permet de mettre à jour les bases de données d'imposition des taxes locales, mais aussi d'assurer le suivi permanent des changements relatifs aux propriétés bâties et non bâties. Les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. Voilà, donc c'est pas nous qui déterminerons. Hein. On a laissé trois postes pour vous trois en bas si vous le souhaitez. C'est l'administration fiscale après qui, dans la liste de noms, piochera les gens qui... Alors, cette commission, elle se réunit une fois par an, hein, c'est souvent en journée. C'est parfois, pas toujours, mais c'est bien quand c'est comme ça, avec un agent des impôts, et c'est juste pour la classification des maisons. Donc le document arrive pré-rempli et on doit juste contrôler, en particulier c'est sur les nouvelles habitations, qu'elles ont bien été classées par les impôts en fonction des permis qu'ils ont en leurs mains, puisque vous savez que vous payez les impôts en fonction de la surface habitable, du nombre de salles de bain, du nombre de fenêtres, de ceci, de cela. Voilà. Ça sert à ça, et en chaque début de mandat, il faut renouveler. Donc, on vous fait la proposition, est-ce qu'on peut mettre vos noms dans les cases qui sont libres? Est-ce que vous souhaitez participer à cela ou pas? Oui, bien sûr. Alors, on met les trois noms, tous les trois, ça vous va? Ok. Alors, qui est en titulaire plutôt que... Sébastien. Sébastien en titulaire. Et je vous propose de passer au vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, adopté. Merci. Thierry Métier. Projet de délibération. Adoption du projet d'agrandissement du centre médical des Sources. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le projet d'extension du centre médical pour l'aménagement d'un nouveau cabinet de kinésithérapie, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le projet d'extension du centre médical des Sources, ayant pour but l'aménagement d'un nouveau cabinet de kinésithérapie pour un coût total estimé à 394 400 € TTC, donc 44 400 € de maîtrise d'œuvre. Autorise Monsieur le maire à signer les documents afférents à ce projet. Alors, pour information complémentaire, il avait été prévu, lors de la construction de l'actuel pôle médical, il avait été prévu un possible agrandissement. Donc il y a de l'espace qui est disponible derrière, au cas où il ait besoin de s'agrandir. Donc c'est le cas aujourd'hui, puisque je crois qu'on a une ou plusieurs kinés qui ont besoin de s'agrandir.
Et c'est pour ça qu'on vous propose cette délibération ce soir. Alors il y a quand même un gros avantage à cette délibération, si je puis dire, c'est au niveau de l'autofinancement, même si la somme paraît un petit peu importante, c'est que c'est pratiquement un autofinancement puisque les loyers vont couvrir en grande partie le prêt, enfin le financement de cette construction. On a à peu près, donc il restera, tel que c'est prévu, il y a 320 000 € d'autofinancement par la commune qui seront couverts par les prêts, et puis un emprunt de 74 400 €. Si je ne dis pas d'erreur. C'est l'inverse, pardon, excuse-moi. Donc c'est 320 000 € d'emprunt et 74 000 d'autofinancement. Bien sûr, c'est des sommes qui seront affinées en fonction des marchés qui seront lancés. Alors une précision, dans le centre médical, ce qui avait été dealé avec l'ensemble des professions, c'était de respecter évidemment, pour qu'ils puissent vivre et qu'il n'y ait pas de catastrophe, de respecter le niveau d'utilisation. Donc aujourd'hui, on a toutes les professions qui sont quasi complètes. Les kinés posent problème puisqu'on a parfois jusqu'à, enfin parfois c'est pas parfois, c'est on a en permanence plus de 6 mois d'attente. Donc on a un manque, un réel manque de kinés. Et la troisième kiné qui s'était associée donc avec les deux premiers dans la partie au fond, là, dans l'espace kiné, c'est elle qui nous a demandé à s'agrandir et à prendre un local plus grand. Et il y a un autre kiné qui vient avec elle. Donc on va passer de 3 kinés, enfin 2 kinés et demi, parce qu'elle n'était pas souvent là à cause de la place, à 4 kinés, et on va essayer de répondre à la demande au maximum pour les Patusiens. Donc la partie qui est aménagée, là, c'est ce qui reste derrière la pharmacie. C'était la partie quai de déchargement et stockage du supermarché, pour ceux qu'on connu, qui donne sur l'arrière. Voilà, donc on y passera par l'intérieur, le cheminement restera le même. Il y a juste une des 2 toilettes au fond qui va être réouverte et l'espace derrière aménagé. Est-ce que vous avez des remarques? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc adopté, merci. Alors, sur les délibérations, on a épuisé l'ordre du jour. Je vais vous donner le compte rendu des délégations. Donc il y a une décision 012 du 29 juin 2020 portant signature d'un avenant au marché complet de la société Dalca pour l'exploitation des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. C'est un avenant de rajout dans le marché existant. Une décision numéro 13 du 2 juillet 2020 portant signature d'un marché avec la société BNP Paribas Lease Group ayant pour l'objet la location de terminaux de téléphonie fixe pour les services municipaux. Une décision 14 du 6 juillet 2020 portant signature d'un avenant numéro 5 au marché concernant la réalisation des études nécessaires à l'élaboration de la révision générale du PLU de la commune de Saint-Pacus. Et puis une décision numéro 15 du 21 juillet 2020 portant signature d'une convention d'occupation précaire au profit de monsieur Le Goaz de Toulouet Tréana. Ça c'est pour l'occupation du château pendant la période du réveil. On en arrive aux questions. Je vais vous laisser poser votre première question, s'il vous plaît. Nous avons appris que le petit marché du dimanche matin ne serait présent sur la commune à partir du 4 octobre, préférant s'installer sur la commune de Ouastrou. C'est très regrettable, à la fois pour les habitants de proximité, mais aussi pour nos commerçants, la boulangerie, le bar-café et la presse. Nous avions la possibilité de leur proposer de meilleures infrastructures en investissant sur cet espace central, ou éventuellement le faire revivre sur la place de la mairie. Pourquoi donc la municipalité les a laissés partir de notre vie? Alors, certaines façons de poser la question. Tout d'abord, la première des choses, c'est que ce n'est pas un marché communal. Donc le fait que ce ne soit pas un marché communal, la commune n'a absolument aucune maîtrise dessus. D'ailleurs, j'en ai appris en même temps que vous, les commerçants n'ont même pas sollicité un rendez-vous quel qu'il soit pour venir en parler. Je pense même qu'ils ont été démarchés de façon un peu voilà, de façon pas très honnête par la commune d'à côté, mais ça je n'en parlerai pas. Ensuite de ça, le déplacer pour mieux le mettre sur la place de la mairie.
Alors pour ceux qui habitent là depuis un moment, ils étaient déjà sur la place de la mairie. C'est les commerçants eux-mêmes qui l'ont déplacé parce qu'effectivement ici, il n'y avait pas de commerce, et des commerces d'un côté et un marché de l'autre. Quand nous étions arrivés, nous avions dit que ça nous paraissait bizarre, ça avait été prévu comme ça, et c'est comme ça d'ailleurs que ça l'a fait couler une première fois. La deuxième, ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est pas le maire qui était en relation avec ces commerçants, c'était un des membres, alors, le président, mais ça c'est rien, ça se fait par rapport à la surface, le président de la copropriété. Je vous rappelle qu'il y a quand même des conditions extrêmement strictes sur la mise en place d'un marché, en particulier d'un point de vue sanitaire, puisque quand on ne veut pas risquer d'avoir une intoxication ou un souci, il y a quand même de l'eau à fournir, des WC à fournir, de l'électricité à fournir, en particulier pour des choses qui nécessitent des frigos, etc. etc. À plusieurs reprises, les membres de la copropriété, c'est-à-dire l'ensemble des propriétaires de l'ex-shopping, donc le propriétaire de l'ancienne pharmacie, qui est maintenant une agence immobilière, les propriétaires de l'ancienne poissonnerie, là où il y a le notaire, le propriétaire de la boulangerie, le propriétaire du tabac, nous-mêmes, les deux associés de la nouvelle pharmacie et la banque. On leur a demandé de pouvoir les rencontrer et de pouvoir légaliser le marché, de façon à justement pouvoir leur mettre des moyens à côté, c'est-à-dire des bornes électriques pour pouvoir se brancher, etc. Ils ont toujours refusé parce que, bien évidemment, quand on légalise un marché comme ça, il y a un droit de place. Forcément, puisque comme il y a des équipements et des avantages, il y a forcément un petit droit à payer pour pouvoir venir commercer sur une surface dans de bonnes conditions. Ils ont toujours refusé. La copropriété leur demandait instamment de régulariser ça, et donc a priori ils ont préféré faire le choix de partir sur la commune d'à côté que de rester dans l'illégalité. Bon, voilà, c'est dommage, mais nous n'y pouvons rien. Votre deuxième question? Alors, lors des vœux de cette année, le président de l'Interco nous avait annoncé l'installation d'une entreprise logistique sur la ZAC, ravissant les Pathusiens et les Pathusiennes par l'arrivée imminente d'activités. Nonobstant le Covid-19, quel était l'avancement de ce projet lors de cette annonce? Les permis avaient-ils été déposés? Pourquoi ce retard? Alors, il n'y a pas de retard. La fin de question, le début de la question était intéressante. La fin de question, je suis désolé, mais montre qu'une fois de plus, on ne savait pas comment ça se passe. Ces dossiers sont extrêmement longs entre le moment où il y a un accord de principe pour venir et le moment où le bâtiment ouvre, il se passe pratiquement 4 ans. Il y a 6 à 8 mois d'études, il y a en particulier sur les bâtiments logistiques, ça il faut le savoir, ça s'apprend, des agréments préfectoraux à obtenir que nous avons. Puisque nous avons le courrier du préfet de région, puisque c'est la préfecture de région qui donne les agréments. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons la chance que cette zone d'activité date d'il y a longtemps et qu'il y ait déjà eu des permis de construire dessus qui à l'époque avaient été validés et pas réalisés au moment de la crise de 2008, parce que grâce à ça, on a réussi à obtenir des agréments sur de la logistique, qui est la seule activité sur de la surface pareille aujourd'hui dans notre secteur. Sachez que par exemple les extensions au Ménil-Amelot des zones d'activité ont été re-shootées par la préfecture. Il y en a une autre du côté sur les hauteurs de Meaux, de l'autre côté où pareil c'est refusé, et sur le Val d'Oise de la même manière. Donc non, il n'y a pas de retard, c'est toujours en route, ça suit son cours, et ce sont probablement, alors moi je suis en lien avec eux, on a déjà eu ici d'ailleurs des réunions avec en particulier les pompiers pour finaliser les permis, puisque ce sont des gros entrepôts qui stockent des choses, donc la sécurité incendie est primordiale. Il y a eu déjà des réunions ici, et j'attends probablement au début d'année, ils ont l'air de dire qu'ils me déposeraient les permis en début d'année, et bien évidemment on vous tiendra au courant du dépôt de ces permis. Voilà pour ce point. Alors moi j'ai quelques petites informations à vous passer. Vous avez pu voir dans vos pochettes quelque chose qu'on ne faisait pas avant et qui je pense est utile que les conseillers municipaux connaissent. C'est l'organigramme de la mairie. Donc vous avez
cette double page là, en couleur, avec l'organisation des services, hein, les différents chefs de service, et puis les personnels qui sont dessous, derrière, et qui fournissent le travail, donc à la communication, à la police municipale, au service technique, aux affaires générales, à la direction des finances, à la scolaire et de solidarité, et le sport et l'éducation, enfants de jeunesse. Donc vous avez l'ensemble du personnel de la commune qui apparaît dessus, mis à jour, et ce document, c'est un document qui est présenté en CT, alors le comité technique pour les nouveaux élus, c'est l'équivalent du CE dans une société privée, voilà, qui se réunit avec 5 représentants des élus de la commune et 5 représentants du personnel. Et c'est une obligation, l'organigramme, c'est une obligation de le présenter, de voter avec eux. Comme on a eu un CT ce matin et que l'organigramme a été présenté et voté à l'unanimité en CT, c'est pour ça que je vous le transmets ce soir. C'est tout nouveau, tout frais. Pendant ce même CT, on avait souhaité alors, faire un CT pour ça, mais aussi pour un autre sujet qui était de faire un petit peu un point sur, même si on a eu beaucoup de réunions avec notre personnel sur la période Covid, de faire un point sur les décisions qui avaient été prises et sur les arrêtés concernant les jours de vacances à retenir pour les personnels en autorisation d'absence exceptionnelle, ce qu'on appelle les ASA. Pour votre information, suivant les statuts des gens, qu'ils soient à temps complet avec des RTT, ou à temps non complet, ou à temps complet mais annualisé, en particulier pour les animateurs et pour le personnel dans les écoles, les ATSEM, etc. Il y a des règles qui n'étaient pas très précises. Donc le minimum que l'on pouvait retirer était 5 jours et le maximum pouvait aller à 10 jours. Sauf que dans un certain nombre de catégories, on n'aurait pas pu aller jusqu'à 10 jours. Donc le choix a été fait en concertation avec eux, puisque la directrice de la DGS, Stéphanie Pérez, ici présente derrière moi, avait fait une réunion avec des représentants du personnel et au moins un membre de tous les services. Pour voir avec eux, pour discuter avec eux. D'ailleurs, ça a été un petit peu amendé. Les choses ont été bien travaillées par le personnel et il a été convenu de retirer que 5 jours de congés. Alors pour certains c'est que sur les congés, pour d'autres on peut y mettre des jours de fractionnement ou des jours qui sont dans le CET, c'est un peu technique tout ça, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, l'ensemble du personnel a validé la façon dans laquelle ces jours auront été retenus. Dans le même temps, petite information qui est assez... voilà, le chiffre va vous parler. Donc les ASA, donc les autorisations d'absence exceptionnelles pendant le Covid, vous savez qu'on a été en période de confinement et de crise sanitaire pendant 7 semaines et demie. Ça a représenté en nombre de jours par agent de la collectivité 2790 jours non travaillés et payés par la collectivité. D'accord? Donc c'est normal, hein, on n'est pas en train de dire qu'il ne fallait pas payer les agents, hein, c'est pas le souci. Mais c'est un chiffre important que vous ayez en tête, le conseil municipal, parce que ça montre un petit peu la difficulté derrière d'avoir eu tout ce personnel en arrêt de travail, donc qui n'a pas été, entre guillemets, productif pour la collectivité, c'est normal, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qui a été payé dans son intégralité, d'où parfois un petit peu la difficulté. J'en profite pour rajouter que contrairement par exemple aux entreprises privées qui ont été aidées, encore une fois je ne juge pas de l'opportunité de le faire ou de ne pas le faire, mais le chômage partiel par exemple n'existe pas dans une collectivité. C'est-à-dire que la collectivité n'a touché aucun euro, aucun centime d'euro pour aider à payer les salaires comme ça l'est dans une entreprise privée par exemple. Hein. Voilà, donc c'est des petites informations qu'il faut avoir un peu en tête. Et puis on a aussi, vous avez fait prendre une délibération pour la prime Covid, donc on l'a aussi présenté ce matin en CT. Alors les jours de congé et la prime Covid, ce n'étaient pas des obligations à passer en CT, mais on a préféré nous leur présenter pour en discuter avec eux. Il n'y a pas eu de vote, mais il y a un avis, et l'avis était favorable à l'unanimité. Donc pour la prime Covid, il y a des règles qui ont été édictées, comme dans beaucoup de collectivités, hein, où on a fait en dessous de... puisque c'était une prime qui était sur le surcroît de travail, et sur le risque, etc. En dessous de 10 jours sur ces 7 semaines et demie,
Il n'y avait pas de prime. Entre 10 et 14 jours, il y avait un forfait de 200 €, c'est ça. Et au-delà, tous ceux qui sont venus travailler quasiment tous les jours, comme la plupart des cadres que vous avez derrière, au prorata du nombre de jours jusqu'à un maximum de 1 000 €. Donc il faut savoir que donc, la prime Covid, on va distribuer à nos agents, et encore une fois, je voudrais les remercier et féliciter du travail qui a été fait, parce que c'était vraiment pas évident. On va distribuer 17 310 € de prime, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de souligner, parce que, ben voilà, c'est pas toujours évident. Oui, on peut les applaudir, les agents. Et puis un dernier petit point, donc juste vous donner les dernières nouvelles concernant les effectifs scolaires. Donc on a bien eu une ouverture à Vivaldi, on a bien eu une fermeture à Perrault. Donc à ce jour, on est gagnant sur les deux tableaux en fait, hein, puisque la moyenne de Vivaldi est à 25,8 et la moyenne de Perrault à 26,2. Donc c'est tout à fait correct et honorable. On est à 124 enfants à Vivaldi, alors que nous étions à 507 l'année dernière, donc une quinzaine de plus. Et nous sommes à 259 à Perrault, alors que nous étions à 269, donc 10 de moins. Donc sur l'ensemble de la commune, l'explosion passe de 776 à 783. Je pense qu'il était nécessaire effectivement de construire une troisième école. Mais bon, voilà. Ce n'est que mon avis. Voilà, le conseil municipal est terminé. J'en ai terminé, il n'y a pas de débat. C'est pas un débat, non, vraiment, c'est vraiment. Non, il n'y a pas de commentaire. C'est très important. Ce sont des informations que j'ai données moi. C'est pas sur vos informations, c'est pour compléter. Donc je vais laisser maintenant la parole au conseil municipal terminé. Je vais laisser la parole au public. Ça concerne le Covid et les habitants qui nous contactent. J'aimerais vraiment pouvoir poser la question sans aucune volonté polémique. Vraiment. Eh ben, vous les renvoyez vers nous. Non, c'est ce que j'ai fait, mais j'aimerais vraiment poser la question. Et alors, il faudrait une réponse. Non, voilà, j'aimerais vraiment vous. Mais c'est pas grave. Alors, laissez-moi la poser, parce que je me suis engagé à la poser. Vous me la poserez par écrit, alors, dans ce cas-là. Mais je me suis engagé à la poser. Vous me la poserez par écrit, vous répondrez par écrit. Comme ça, au moins, vous aurez une preuve. Les gens ne pourront pas dire que je ne réponds pas. Parfait. J'aurais préféré la poser à l'oral, ça aurait été très clair. Mais soit. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non? Écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée.